Messieurs, dames, mes salutations. À une semaine du 14e sommet du groupe BRICS à Johannesburg, en République sud-africaine, un peu plus de 12 mois jour pour jour, il me plaît de partager ce que je pensais du 14e. Sur ce, je vous invite sans tarder à écouter ou regarder ce qui suit. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce. Bon visionnement ou bonne écoute. Bienvenue sur ma plateforme. Je suis Nouveau Trini, heureux de vous présenter ma capsule. L'Afrique noire, le BRICS, le G7+, et l'OTAN. Le mois de juin 2022 a été remarquable par sa flambée en rencontres internationales de très haut niveau. De Kinshasa à Madrid, via Davos, Saint-Pétersbourg pour les forums économiques, Pékin pour les BRICS, Los Angeles pour l'OES, Malabo, l'Union africaine, Kigali, la visite de Sa Majesté Philippe, Krön en Allemagne pour le G7+. S'agissant de ces conférences, 3 retiennent mon attention pour cette capsule. Le 14e sommet du BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, l'Inde, la Chine et le South Africa, prônant le multipolarisme dans les affaires du monde. Le G7+, Sénégal, plus l'Afrique du Sud, plus l'Indonésie, promettant 4,5 milliards de US dollars pour atténuer l'effet boomerang et les dommages collatéraux des sanctions économiques et financières prises par l'ineptocratie occidentale contre la Fédération de Russie, et puis l'OTAN, déclarant la Fédération de Russie une directe menace à l'Occident et plaçant la Chine sous haute surveillance, et se repositionnant pour mieux endiguer la Fédération de Russie et la Chine dans le monde. Très beau ballet diplomatique après la paralysie pandémique, n'est-ce pas? Mais quelles sont les répercussions supplémentaires pour nos populations déjà très éprouvées? De même, pour nos pays appauvris à dessein depuis au moins 4 siècles. Bien sûr, avec la complicité de nos élites gouvernantes, au regard tourné vers l'extérieur depuis nos indépendances formelles. Avec ce 21e siècle s'étirant et s'égrenant comme ses prédécesseurs, avec nos jeunes populations et diasporas plus avisées, que faire pour sortir de notre situation pitoyable de dominés? Quelles sont les répercussions des aides liées du G7+? À quoi s'attendre? À peu en réalité. Quelques aides alimentaires en zones souffrant de désastres climatiques où sont déjà implantées des ONG telles que Oxfam et ses semblables. Hors de ces espaces, sous contrôle des ONG ou l'UNHCR, qu'espérer? Presque rien, tout comme pour les vaccins anti-Covid-19 durant la pandémie. Préparons-nous plutôt à essuyer l'égoïsme et l'arrogance des nations occidentales nanties de l'appauvrissement des nôtres comme par le passé. Des exemples récents à la suite de la guerre russo-ukrainienne sont encore frais dans notre mémoire collective, n'est-ce pas? Heureusement pour l'Afrique noire, nous avons de parallèles aux traditionnelles habitudes alimentaires nous permettant de nous passer des céréales d'importation, blé et autres.
Saisirons-nous cette opportunité pour investir plus dans l'agriculture et l'agroalimentaire? Ce faisant, préparer notre sécurité alimentaire et combler nos déficits en ce domaine sans oublier des emplois à générer, des innovations à encourager, promouvoir et mettre fin à la mendicité induite si méchamment. L'OTAN, l'alliance militaire. S'agissant de l'élargissement ou du repositionnement de l'OTAN, qu'en attendre? Comme me l'a fait remarquer un ami, ces forces étaient depuis très longtemps chez nous. Elles continuaient de déstabiliser nos États et cherchent en plus à endiguer les Russes, Chinois et autres forces de progrès qui nous avaient soutenus pendant nos luttes d'indépendance ou de libération. Ici, il me revient de citer le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Guillemets. Si les États donnaient 1 à 2% de leurs effectifs respectifs, l'Afrique n'aurait pas besoin de forces étrangères. Fermons les guillemets. Conférence de l'Union africaine de Malabo en Guinée équatoriale. Croyez-vous que nos élites gouvernantes vont l'écouter, s'appliquer et prendre conséquemment en charge les 2% des forces de l'Union africaine pour la lutte antiterroriste? Feront-elles plus que s'interposer, comme le faisaient hypocritement les forces de l'ONU, OTAN et françaises au Sahel? Le besoin de reconquérir notre pouvoir militaire, puis reprendre l'offensive, est urgent dans ces zones d'insécurité voulues et entretenues par ces forces étrangères. En ce qui concerne le BRICS et son projet de multipolarisme, son programme de relance économique post-Covid-19, ses propositions de style de vie non occidentaux et son projet de mode de gouvernance et de développement méritent d'être analysés et considérons ce qui nous arrange. Entre ces projets de coexistence du bloc de Bretton Woods et de celui de Shanghai, que faire? Après 4 siècles d'un modèle occidental prédateur, que perdrons-nous à choisir ce qui conviendrait mieux à nos aspirations de liberté, de dignité, de besoin d'être nous-mêmes et cesser de suivre nos bourreaux? À quel degré souffrons-nous du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire amoureux de nos bourreaux et refusons d'essayer autre chose? Désambifions-nous, s'il vous plaît. Ce ne pourrait qu'être salutaire. Le multipolarisme et la dédollarisation des échanges commerciaux nous donnent un choix de partenariat plus avantageux pour nos générations à venir. N'avons-nous pas assez vu ou vécu des scènes humiliantes ou macabres de l'accueil du petit nègre partout? La toute dernière, à Melilla, au royaume chérifien du Maroc, candidat à la CEDEAO, nous interpelle sérieusement. Géographiquement, culturellement et structurellement, le Maroc n'y a pas sa place. De surcroît, un cheval de Troie de l'Union européenne et de l'OTAN, nos bourreaux modernes, après l'empereur von Bismarck, le bourreau en chef du partage de l'Afrique à Berlin en 1884.
à ne jamais oublier. Pour finir, longue vie aux BRICS, longue vie au bloc de Shanghai. Merci de votre attention. Abonnez-vous, partagez et commentez.